À la fin d'année, ces permis sont restitués à l'Union européenne et l'année suivante, on recommence avec cette fois-ci une quantité de permis mis sur le marché un petit peu inférieure à l'année précédente. Et donc chaque année, on a une offre, une quantité de permis qui diminue année après année et donc une valeur de ces permis en théorie qui augmente année après année. Pour la production énergétique, le coût est relativement faible, entre 50 et 70 euros par tonne de CO2. Il devient plus intéressant, plus rentable de produire de l'électricité décarbonée, photovoltaïque, éolienne, hydroélectrique, que de produire une électricité carbonée, charbon et gaz. C'est un marché qui est déjà gigantesque, c'est de l'ordre du trilliard, de milliers de milliards, et pour autant qu'il n'en est à mon avis qu'à ses débuts. Je pense que les marchés carbone régulés, et je dis les au pluriel, de l'ensemble des juridictions, vont constituer une des classes d'actifs dominantes des années à venir, des générations à venir, et que là, c'est encore le tout début, et donc une opportunité extrêmement intéressante de commencer à y participer et à s'y intéresser. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Créer de l'impact et du rendement dans ses investissements, c'est toujours un pari risqué, tant il semble impossible de concilier les deux. Et on est peut-être en train de solutionner cela aujourd'hui avec une nouvelle classe d'actifs encore jamais vue sur le podcast, les quotas d'émissions de carbone. Ces permis que les industriels doivent restituer aux régulateurs tous les ans en échange de leur production. Alors comment ça marche et comment s'y exposer en tant qu'investisseur ? C'est ce qu'on va voir avec Valentin Lautier, notre invité du jour. Valentin est le fondateur d'Omayo, une start-up qui a pour mission innovante de rendre accessible un marché du carbone à fort potentiel aux investisseurs particuliers. Au cours de la conversation, on verra comment est organisé le marché du carbone en Europe, quels sont les mécanismes en jeu et les acteurs principaux, quels facteurs influencent le prix des quotas d'émissions, pourquoi peut-on raisonnablement tabler sur une hausse des cours dans les prochaines années, comment l'investisseur particulier peut prendre part à ce marché, de tous les investissements à impact qu'on a vu sur le podcast de Fanny Picard avec son fonds Alter Equity, à plus récemment Xavier Curie sur son fonds Win Capital. Celui que je te présente aujourd'hui est peut-être celui qui offre le lien le plus direct entre l'impact environnemental et la performance financière qu'il apporte. Je pense que c'est vraiment passionnant, donc, et je te laisse découvrir comment tout ça fonctionne dans un instant, tu m'en diras des nouvelles. Avant de démarrer, si tu veux aller plus loin avec le contenu de ce podcast et les leçons que l'on y partage, je t'invite à t'abonner à la newsletter hebdomadaire du podcast via le lien investisseur avec un s40.com/nl. J'y partage tous les dimanches des contenus exclusifs, des apprentissages et des ressources utiles dans un email court et facile à digérer. Et si tu veux donner de la force à ce podcast et m'encourager à continuer, tu peux laisser tes impressions au travers d'un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Merci d'ailleurs au passage à Salvo pour son avis 5 étoiles cette semaine. Allez, sur ce, on part à la découverte du marché carbone avec Valentin. C'est parti. Salut Valentin, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour Paco, merci de m'avoir invité. Merci à toi et je place beaucoup d'espoir dans notre conversation aujourd'hui parce que ça pourrait être peut-être enfin une façon d'investir, de ce dont on va parler, d'investir et à la fois avoir l'effet impact et avoir l'effet rémunération, retour sur investissement pour les investisseurs. Donc c'est cool. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour les gens qui te connaissent pas encore ? Bien sûr. D'être en quelques mots, je m'appelle donc Valentin Lautier et je suis le fondateur de Omayo. Omayo, qui est une entreprise que nous avons créée il y a à peu près 1 an maintenant et qui permet à des investisseurs privés d'accéder à des produits d'investissement donc qui associent par construction, par essence, un fort potentiel de performance financière avec un fort impact sur les trajectoires de réduction. Avant ça, j'ai créé d'autres startups dans d'autres secteurs, en fintech, mais pas que. Une marque de maquillage consumer en réalité augmentée, une agence de visualisation architecturale en réalité virtuelle. En gros, ça fait une dizaine d'années que je suis dans cet univers de l'innovation, de la tech, soit en tant que fondateur, entrepreneur, soit en tant qu'investisseur, soit en tant qu'advisor de start-up ou de plus grands groupes. En tout cas, toujours à la recherche de
de solutions innovantes pour proposer des solutions nouvelles sur différents domaines, différents sujets. Tu connais d'ailleurs, parce qu'on avait reçu Xavier Gury du fonds Win Capital, qui peut-être... Alors, ce n'est pas Xavier que je connais, c'est son associé, je crois, Thierry. Mais en effet, je connais un petit peu leurs activités. Ça marche. Donc, tu as un profil, toi, un peu plus... t'as un profil tech, finalement, de disruption, entre guillemets, on peut dire, en tout cas, innovation. Pas forcément que dans, là, on va le voir, réchauffement climatique ou autre, mais plus général, quoi. Oui, alors profil tech, je ne suis pas moi-même ingénieur. En revanche, sur la disruption des modèles économiques et des offres aux consommateurs, je pense avoir quelques idées. Pas spécifiquement sur le climat, c'est relativement récent. Ça fait 4 ou 5 ans que je me pose des questions sur l'intersection entre la finance et le climat. Je pense que alors certains pourront penser que c'est un petit peu réducteur, mais si j'étais provocateur, je dirais que le problème climatique est avant tout un problème économique et financier. Et donc, trouver des solutions à cette intersection, c'est-à-dire entre la finance et le climat, est un sujet qui m'intéresse énormément depuis plusieurs années. Et je pense, j'ai trouvé que les marchés carbone régulés étaient l'incarnation la plus pure, peut-être, et la plus efficace de cette intersection. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'y consacrer mon temps et d'y travailler. Mais pour répondre à ta question, ça fait 4-5 ans que je m'intéresse à ces sujets. Vous êtes allé, donc pour juste sur l'évolution avec Omayo, vous êtes allé jusqu'à, me semble-t-il, je t'ai vu sur une vidéo pitcher au YC comme incubateur, YC Combinator. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à lever des fonds là-bas? Comment vous en êtes où dans votre développement, vous? T'as été chercher loin dans les archives. En effet, en 2022, donc bien avant la création de la boîte, j'avais fait une petite vidéo pour pitcher au YC. On n'a pas été sélectionné, donc on n'y a pas été. Finalement, on a levé de l'argent avec des investisseurs allemands et français, et on a créé l'entreprise en juin 2023. Donc je pense que la vidéo que tu as vue, elle devait dater d'octobre ou novembre 2022. C'était vraiment les tout début. C'était une manière de commencer à tester le discours, d'essayer de le mettre en forme, de se poser les bonnes questions. Mais on n'a pas du tout été pris. Donc c'est vrai que cette vidéo peut... Enfin, je ne sais pas si elle porte à confusion, mais on ne fait pas partie du YC. Non, bien sûr. Non, mais il y a beaucoup de vidéos de pitch. De toute façon, ça veut pas forcément dire que tu en fais partie, mais c'est intéressant parce que j'imagine aussi l'exercice, comme tu disais, est intéressant de faire ton elevator pitch, voir si ça marche, voir si tu peux convaincre à ce niveau-là. Et en tout cas, moi, ça m'a suscité de la curiosité. Donc c'est cool. Et écoute, je te propose qu'on attaque sur le thème. Vous l'avez compris, les gens qui nous écoutent, on va parler du marché du carbone. Toi, tu es dedans du coup depuis 2 ans, tu l'expliques un peu plus même. Peut-être on peut démarrer pour sur vraiment comment s'organise en fait le marché du carbone, les quotas d'émissions. Si tu peux faire une sorte de vue d'ensemble globale, alors c'est pas facile, mais de comment il est organisé en fait, quels sont les acteurs, et ça permettra déjà de placer le cadre. Tout à fait. Alors peut-être on va faire par entonnoir. Lorsqu'on parle de marché carbone, on peut distinguer 2 grands types de marchés. Le marché volontaire des crédits carbone, c'est un marché de compensation, et le marché régulé des permis carbone, des quotas d'émission. Donc, ta question porte sur ce second marché, et nous, notre travail, notre activité au quotidien est exclusif à ce second marché. Donc, on parle bien des permis carbone. Ces permis carbone, ils sont mis en place par des juridictions, donc par des gouvernements ou alors c'est des gouvernements qui peuvent être à l'échelle d'un État fédéré, par exemple la Californie, qui peut être à l'échelle d'un pays comme la Corée du Sud, qui peut être à l'échelle d'une union de pays comme l'Union européenne, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours une juridiction qui est le point de départ, parce que c'est un marché du coup régulé, donc qui porte en lui une obligation qui s'applique à un certain nombre d'industries. Et donc, on voit, il y a 2 types de marchés, le volontaire, le régulé, et au sein du régulé,
il y a quelque part autant de marchés que de juridictions ayant mis en place ces marchés. Je pense qu'une analogie assez illustrative, ce sont le marché des devises. On a en Europe l'euro, on a au Japon le yen, on a au Venezuela le bolivar, que sais-je, et l'ensemble de ces devises représente le marché des devises. Là, c'est pareil. On va avoir les permis carbone européens, les permis carbone californiens, les permis carbone néo-zélandais, et collectivement, ils forment les marchés carbone régulés. Est-ce qu'on peut juste prendre un pas de recul encore par rapport à ce que tu viens de dire, et c'est une bonne comparaison avec les devises. Si on fait un peu aussi, on regarde comment s'organiser les devises, donc tu as les banques centrales qui les émettent, et ensuite pour pouvoir injecter dans l'économie, ça devient une monnaie de transaction. Là, dans le cas de permis carbone, c'est les activités industrielles qui est polluante, et les États ou les organisations disent en gros, vous devez maintenant on va réguler le nombre d'émissions, et c'est ça qui va créer ce permis en fait. On vous donne le droit d'utiliser un permis de polluer. Est-ce que c'est trop simpliste ce que je viens de dire, ou est-ce que c'est à peu près? Pas du tout, c'est ça. On va avoir, tout comme sur les devises, si on file un petit peu l'analogie, la juridiction de départ qui va émettre des permis carbone sur le marché. Donc, la Commission européenne a dit en 2024, on va émettre 1,3 ou 1,4 milliard de permis carbone. Ça constitue l'offre disponible. Et ensuite, on va imposer à un certain nombre d'industries, qu'on va appeler donc assujetties, l'obligation de détenir un nombre de permis carbone équivalent à ces émissions et de les restituer en fin d'année. Un peu comme sur la devise, sur l'euro, on va avoir un impôt. Et là, c'est pareil, on va dire, vous avez émis, vous, industrie assujettie, si vous faites du ciment, de l'acier, du papier, du verre, de l'électricité, vous avez émis X tonnes de CO2, il faut que vous nous restituez X permis carbone que nous avons émis en début d'année, pendant la période. Et donc, ça crée un marché où ces industries assujetties doivent acheter des permis qui sont une sorte de droit de tirage sur le budget global, le budget étant plafonné par la quantité émise initialement. Et donc, acheter ces permis en quantité au moins égale à leurs émissions. À la fin d'année, ces permis sont restitués à l'Union européenne, et l'année suivante, on recommence avec, cette fois-ci, une quantité de permis mis sur le marché un petit peu inférieure à l'année précédente. Et donc, chaque année, on a une offre, une quantité de permis qui diminue année après année, et donc une valeur de ces permis, en théorie, qui augmente année après année. Et tu parlais tout au début de deux marchés, et un dans lequel on va vraiment parler, c'est le régulé, et l'autre, le volontaire. Là, dans ce cas de ce que tu viens de dire, qu'est-ce que c'est le volontaire? C'est quand les industries... explique-moi peut-être. Alors là, le volontaire n'entre pas du tout en compte dans ce que je viens de te dire. Le volontaire, ça va être lorsque un agent économique, ça peut être une industrie, ça peut être un particulier, ça peut être toi, Paco, qui décide de compenser tes émissions. Cet agent souhaite donc compenser ses émissions parce que, je sais pas, tu as pris l'avion pour aller à Hong Kong, et tu te dis finalement c'est mal de prendre l'avion, il faut que je compense cela, et donc je vais acheter à un tiers. Il n'y a plus de juridiction, là, il n'y a plus d'État, c'est vraiment entre toi et une autre entreprise. Je vais lui acheter des crédits carbone. Et cette entreprise va utiliser le financement les recettes de la vente des crédits carbone pour, normalement, financer un projet qui va soit absorber du CO2, par exemple en plantant des arbres, soit éviter que du CO2 soit émis, par exemple en remplaçant une lampe à huile par une LED. Et donc, il va y avoir autant de crédits carbone que de projets de compensation. Et donc, un crédit carbone, cette fois-ci, à l'inverse d'un permis, ce n'est pas un actif standardisé. Tu peux avoir des crédits carbone issus d'entreprises qui plantent des arbres à un certain prix, d'autres issus d'entreprises qui remplacent des ampoules à un autre prix, d'autres issus d'entreprises qui font n'importe quel autre projet d'absorption ou d'évitement.
Et donc là, on a des milliers de types de crédits différents avec des prix qui vont de quelques dizaines de centimes à plusieurs centaines d'euros. On est sur un marché d'un produit de consommation, c'est-à-dire que tu vas consommer ce crédit pour compenser tes émissions. Donc c'est un marché qui est vraiment complètement différent et qui est beaucoup plus petit en fait. On est sur un marché qui représente à peu près 2 milliards de dollars de volume d'échange par an pour les marchés volontaires des crédits carbone et de plutôt 1000 milliards, donc 500 fois plus, pour le marché des permis carbone. Et sur le volontaire, du coup, c'est vraiment des accords bilatéraux avec aucune contrainte ou incitation de part et d'autre. C'est vraiment, je fais confiance à l'entreprise pour qu'elle, en fait, transforme, on va dire, ma dette morale vis-à-vis d'un voyage que j'ai fait en avion, l'argent que je vais lui injecter pour des actions qui vont mitiger le carbone ailleurs et du coup faire une bonne action finalement. Mais il y a aucune autre incitation que ça et c'est des accords bilatéraux complètement flexibles et souples. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas faux non plus. Il n'y a pas de contraintes réglementaires. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement, que ce soit au niveau national, supranational ou quel qu'il soit, qui impose ou qui contrôle ces accords contractuels entre ces deux agents économiques. En revanche, il y a un problème immédiat qui nous vient à l'esprit, c'est comment est-ce que je fais confiance ? Comment est-ce que je sais que telle entreprise, elle ne me vend pas du vent ? Et donc, il y a des acteurs qui, eux aussi, sont indépendants, privés, et qui ont proposé des méthodologies, des standards, des labels, pour dire, selon notre méthode, nous considérons que ce crédit carbone vendu par telle entreprise à tel prix est valable. Alors après, il y a plusieurs labels, il y a une petite concurrence entre les labels, plusieurs standards, plusieurs méthodes, plusieurs vérificateurs, et bien sûr, ils viennent avec leur lot de controverses pour être sympa. Donc, il y a toute une chaîne de valeur d'acteurs qui cherchent à apporter de la réassurance, de la transparence, de la standardisation sur le marché. Mais ça reste des acteurs privés qui ne sont soumis à, pour l'instant, aucune contrainte juridique, réglementaire quelconque. Et tant qu'on est dans la controverse, juste peut-être essayer de comprendre, parce qu'on entend parler des fraudes à la TVA sur le marché du carbone, sur quel segment ça se situe et qu'est-ce que c'est exactement ? Alors là, on est cette fois-ci sur le marché régulé. Et c'est en effet une fraude à la TVA qui a utilisé le marché carbone comme vecteur. Mais des fraudes à la TVA, il y en a eu sur plein d'autres types de biens, et notamment les portables, les téléphones portables, pendant toute une époque. Ça ne remet pas en cause la validité d'un téléphone portable. En revanche, ça remet un petit peu en cause les modèles de TVA intracommunautaires. Ça a été une fraude massive parce que le marché est massif. Donc, c'était plusieurs milliards d'euros à l'échelle européenne et même à l'échelle française. Je crois qu'en France, c'est 3 milliards d'euros. Mais c'est vraiment, je pense que le message, c'est une fraude à la TVA sur le marché du carbone, et ce n'est pas une fraude au carbone et ni à la taxe carbone, parce qu'en fait, ce n'est pas une taxe. Et je pense que c'est à la fois un réel échec dans la mise en place de ce marché, et en même temps, il ne doit pas occulter ce qui est par ailleurs un réel succès. En fait, il faut penser que ce marché, qui concerne la moitié des émissions européennes, donc à peu près 1,5 milliard de tonnes de CO2, qui représente à peu près 1000 milliards d'euros de volume d'échange, il a été construit de toutes pièces, complètement ex nihilo. C'est une construction intellectuelle, politique, qui existe depuis 20 ans, qui a permis de diminuer les émissions de presque 45% en 20 ans, donc qui fonctionne réellement. Mais c'est vrai qu'ils ont laissé passer une erreur qui, a posteriori, semble un peu bête, sur les règles de crédit TVA intracommunautaire. Ok, ouais, donc c'est basé sur le marché carbone parce que ça pourrait être sur n'importe quel autre secteur. L'important, c'est que c'est juste de la fraude à la TVA sur la marchandise, un peu classique.
Oui, c'est une fraude très classique. En fait, il se trouve que le marché carbone, c'était un support parfait de cette fraude, étant donné que les permis carbone sont des biens intangibles. Il n'y a pas besoin de les transporter d'un pays à l'autre. C'est facile à acheter, en tout cas pour les acteurs assujettis, et ainsi de suite. Alors, l'ensemble des produits d'investissement dont on va voir après, qui est basé sur le marché carbone, en réalité, il est basé sur un actif, le quota d'émissions, le EUA, si je me trompe pas. Et j'aimerais comprendre du coup comment, parce que tout est basé sur ce sous-jacent, c'est important de savoir comment il est formé et quelles sont les différentes forces qui peuvent intervenir, notamment pour son prix, mais peut-être dans un premier temps juste sur l'offre et la demande. Donc tu parlais tout à l'heure du supply, donc effectivement il y a une des vertus, j'imagine, c'est que les émissions de permis, si elles sont régulées de manière à ce qu'elles réduisent chaque année, fatalement il y aura de moins en moins de possibilités de polluer, et du coup sur le prix ça pourra faire augmenter le prix, mais de manière globale, en fait, qui les achète, qui les vend, ces permis, au fil d'un cycle, d'une année par exemple, quels sont les acteurs qui influent là-dessus? Alors, c'est en effet l'unité d'échange du marché, en effet les EUA, pour European Union Allowances. Donc on est vraiment sur les permis européens, sous-entendu permis carbone européen ou quota d'émissions européen. Donc c'est un actif qui est standardisé, c'est-à-dire que lorsqu'un cimentier polonais achète des permis carbone, ce sont exactement les mêmes qu'une sucrerie française. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, quels sont les acteurs et quelles sont les dynamiques d'offres et de demande qui permettent de comprendre le prix? Bon, le premier acteur, c'est celui qui met ses permis sur le marché. C'est donc l'Union européenne, la Commission européenne, qui les met sur un marché primaire via des ventes aux enchères. Donc tous les matins, sur une bourse qui s'appelle EEX, pour European Energy Exchange, il y a une vente aux enchères de 9h à 11h, à laquelle peuvent participer un certain nombre d'acteurs. Il y en a en fait assez peu qui y participent, parce qu'on est sur le marché primaire. C'est un petit peu comme lorsque une entreprise cotée fait une augmentation de capital, ce sont les grandes banques qui souscrivent. Derrière, nous, lorsqu'on va acheter des actions, on est sur un marché secondaire. Donc là, c'est pareil. L'Union européenne met tous les jours une quote-part de son budget annuel à la vente aux enchères sur une plateforme. Et ensuite, il y a un marché secondaire sur EEX également, ou sur ICE, donc Intercontinental Exchange, sont les deux grandes bourses. Et à ce marché secondaire participe une grande partie des assujettis, donc des acheteurs. Là, les acheteurs, ce sont l'ensemble des industries émettrices, c'est-à-dire le verre, l'acier, le ciment, le papier, le sucre, le métal, la production électrique, mais aussi le transport maritime, le transport aérien intracommunautaire. Donc, tous ces assujettis, toutes ces entreprises, tous ces sites industriels ont, encore une fois, l'obligation de détenir, à la fin de l'année, un nombre de permis équivalent à leurs émissions, et donc elles les achètent sur le marché. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les allocations gratuites, qui sont une partie de l'offre, une partie des permis émis annuellement, qui est donnée gratuitement à certaines industries. Pourquoi ? C'est un héritage historique qui vient de la crainte de délocalisation d'un certain nombre d'industries qui, faisant face à un coût supplémentaire, ce coût du carbone, pourraient être tentées de délocaliser leur industrie. Alors, ces allocations gratuites ont été, elles aussi, sujettes à controverse, parce qu'il y en avait peut-être un petit peu trop, mais ça s'explique de pas mal de manières, donc il faut être un petit peu nuancé. Mais il y en avait certainement trop, ça a duré un petit peu trop longtemps, c'est en train de disparaître. Aujourd'hui, le mode d'allocation, le mode de distribution de ces permis par défaut, c'est le marché. C'est la vente aux enchères sur le marché primaire et l'échange sur le marché secondaire. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, quelles sont les dynamiques d'offre et de demande ? L'offre, elle est fixée par l'Union européenne dans le temps,
et elle diminue dans le temps. Elle diminue en ce moment de un peu plus de 4% par an. 4%, chaque année, j'ai 4% de moins de permis disponibles que l'année précédente. Donc, il y a une linéarité et une lisibilité sur l'offre qui a donc un impact plutôt de long terme sur le prix. Et c'est pour ça qu'on estime que sur le long terme, c'est un actif qui s'apprécie par construction, étant donné que l'offre diminue de manière régulière et prévisible. Ensuite, la demande, j'achète, moi, industrie, j'achète des permis à chaque fois que j'émets du CO2. Donc, qu'est-ce qui va générer des émissions ? Ça peut être mon mix énergétique. Par exemple, s'il y a beaucoup de vent dans le nord de l'Europe, je vais avoir un mix énergétique plutôt décarboné grâce à l'éolien. Donc, il y a moins d'émissions de CO2. À l'inverse, si le prix du gaz augmente énormément, je vais plutôt produire avec du charbon, qui est moins cher comparativement au gaz, mais qui est aussi 2 fois plus émissif. Donc, si je produis avec du charbon, j'ai besoin de 2 fois plus de permis carbone pour une quantité d'énergie équivalente à une production au gaz. Ça peut être la production industrielle. Si mon carnet de commandes pour mon ciment ou mon acier ou mon sucre, il diminue, j'ai besoin de moins d'énergie, donc je vais émettre moins de CO2. Ça peut être la météo. Lorsqu'il fait très chaud pendant l'hiver, les ménages, nous, on se chauffe moins. Du coup, on consomme moins de fuel, moins de gaz, moins d'électricité. Et donc, on a besoin de moins de permis carbone. Donc, c'est un mélange, en fait, de dynamique macroéconomique, production industrielle, consommation électrique des ménages, de prix de l'énergie, prix du gaz, prix du charbon, de mix énergétique. Lorsque l'ensemble des centrales nucléaires françaises fonctionnent à plein régime, on a une énergie plutôt décarbonée. À l'inverse, lorsqu'il y a des problèmes, soit de grève, soit de fissures, soit des problèmes quelconques, en fait, on va plutôt apporter du gaz carboné allemand, par exemple. Ça peut être la météo. Lorsqu'il fait très chaud en été, je vais mettre la clim, consommer plus d'énergie. Lorsqu'il fait très chaud en hiver, je ne vais pas me chauffer. Donc, ça peut avoir des impacts. Donc, sachant qu'en énergie décarbonée, il y a effectivement l'éolien, l'hydroélectrique, qui est quand même encore minoritaire. Ma question, ça c'était juste une observation, mais par rapport à ce que tu dis ici, comment est-ce que tu replacerais la crise qu'il y a eu en Ukraine justement au regard de ce que tu viens d'expliquer, en fait, la dynamique qu'il y a eu et la variation de prix qui s'est... On voit à partir de 2020, en réalité à partir de 2018, mais notamment à partir de 2020, une très forte appréciation des prix, parce qu'on a une crise énergétique, crise du prix du gaz. Le prix du gaz a explosé à cause de la guerre en Ukraine et du souhait de s'affranchir du gaz russe, ce qui a mis à mal un petit peu tout l'approvisionnement en gaz mondial. Il a fallu trouver des nouvelles sources d'approvisionnement, il a fallu investir dans de nouvelles capacités de transport, enfin bref. Et donc, le gaz augmentant, on a une consommation d'énergie plus carbonée parce qu'on s'est déporté sur le charbon. Et le charbon, comme je l'ai dit, est 2 fois plus émissif que le gaz. Et donc, qui dit plus de charbon pour une quantité d'énergie, une quantité d'électricité équivalente, dit plus d'émissions, donc plus de demandes de permis carbone, et donc un prix qui augmente. Suite à ça, donc les prix ont flirté avec les 100 €. Sur les contrats à terme, ils ont dépassé les 100 €. Sur le spot, ils sont arrivés à 97 ou 98 €, je crois. L'Union européenne s'est dit, il faut qu'on assouplisse le marché, il faut qu'on apporte plus d'offres sur le marché. Or, on ne peut pas changer les budgets. Le budget global doit rester le même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va emprunter, entre guillemets, à l'avenir. C'est-à-dire qu'on va émettre aujourd'hui des permis carbone qui étaient prévus pour demain. Ça va nous permettre de lever de l'argent parce que ces permis, ils ont une valeur. C'est comme quand une entreprise décide d'émettre des actions nouvelles. Et cet argent, on va l'utiliser
pour financer l'indépendance énergétique européenne. C'était le plan Repower EU et on devait lever 20 milliards d'euros de cette manière. Sauf que ce faisant, ils ont inondé entre guillemets le marché, créé un surplus d'offres et le prix a commencé à chuter. Et comme il y a eu un objectif de levée en euros, on rentre dans un cercle vicieux où pour atteindre cet objectif, il faut émettre toujours plus de permis. Et donc c'est un petit peu ce qui s'est passé en début d'année. Là, ça semble s'être stabilisé. Les prix ont chuté jusqu'à 50 euros la tonne. Ça a rebondi sur 50 euros, qui était un seuil psychologique assez fort. Aujourd'hui, ils sont autour de 65 euros. Avec la crise, même si c'est plus qu'une crise, au Moyen-Orient, à la fois entre Israël et Palestine, entre Iran et Israël, les prix sont très volatiles en ce moment, puisqu'on ne connaît pas encore exactement tous les impacts qu'il va y avoir sur le prix de l'énergie. Mais ce dont on est sûr, c'est que avoir emprunté, entre guillemets, des permis à l'avenir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on va arriver en 2026-2027, au moment où on devait émettre X permis, il ne va en rester que X moins Y, quelque part, et donc il va y avoir une tension très forte. Et donc on anticipe une appréciation assez forte du prix à ce moment-là. Dans un court instant, on verra quelle place occupe la spéculation sur le marché du carbone. Quel prix peut-on s'attendre à voir le quota dépasser dans les prochaines années et de quelle manière l'investisseur particulier peut s'exposer. À tout de suite. À quel point c'est immuable ça et mécanique, parce que j'entends bien finalement que si on suit vraiment cette réglementation et ce mécanisme de façon rigoureuse, il y en aura moins à l'avenir puisqu'on a déjà emprunté dessus, mais à côté de ça il y a la possibilité tu vois, qu'il y a un rajustement quand même des politiques au niveau des seuils et autres, tu vois, dans quelle mesure on peut vraiment se fier à ça en disant 2026-2027 il y en aura moins. Tu vois, tu parlais d'allocation gratuite notamment, donc il y a quand même des exceptions, un petit peu du lobby aussi. Comment tu vois les choses ? En fait, tu touches là à des sujets clés dans l'appréciation du marché. Investir dans ce marché ou s'exposer à ce marché, c'est faire le pari ou en tout cas porter la conviction que l'Union européenne va continuer à considérer la lutte contre le réchauffement climatique comme une priorité. Et elle va continuer à soutenir ce marché. Alors, qu'est-ce qui, moi, personnellement, me fait croire que ça va être le cas ? Ça fait 20 ans que c'est le cas et que le marché se renforce. Il se renforce parce que les taux de réduction annuelle de l'offre augmentent, c'est-à-dire qu'on réduit de plus en plus rapidement chaque année. Le périmètre des industries assujetties s'étend, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'industries, de plus en plus de secteurs industriels qui y sont assujettis, que ça fonctionne bien. Il y a une quarantaine de juridictions qui essayent de répliquer ce que l'Europe a mis en place, parce que, encore une fois, ça a permis de diminuer les émissions de 45% des industries assujetties, de 15,5% juste sur l'année dernière, donc c'est massif. Et parce que, à mon avis, ça va devenir des sujets électoraux de plus en plus sensibles, et retourner en arrière, ça va être de plus en plus compliqué. Et par ailleurs, il y a plein d'industries, notamment toute l'industrie décarbonée, qui soutient des prix forts, parce que ça les rend plus compétitifs. Donc, 20 ans d'histoire et de soutien politique de l'ensemble des pays européens, malgré, bien sûr, la guerre en Ukraine, malgré la crise du Covid, malgré la crise énergétique, malgré un taux d'inflation élevé. Donc, tous ces défis-là ont été surmontés avec un soutien sans cesse réaffirmé envers le marché. Maintenant, est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, 30 ans, ça continuera à être le cas ? Je pense que oui, grâce en partie au soutien démocratique envers ce genre de mesures, envers ce genre de politique, envers ce marché. Mais aussi parce que l'Union européenne, c'est pas une personne capricieuse qui se réveille un matin en décidant de faire X ou Y. C'est un équilibre de pouvoir entre
des dizaines de pays membres, entre plusieurs institutions, dont le Parlement européen qui représente malgré tout les citoyens qui sont les premiers concernés par le réchauffement climatique. C'est certes des lobbies industriels qui sont défavorisés par ce marché puisque ça constitue un coût supplémentaire pour eux, mais d'autres lobbies industriels qui, eux, sont plutôt favorisés parce que ils sont sur des industries décarbonées. C'est des pays pour lesquels les sujets de réchauffement climatique sont fondamentaux. On a eu il y a quelques jours un rapport qui explique que l'Union européenne va être une des zones les plus sensiblement impactées par le changement climatique. Donc, je pense que plus on avance, plus le soutien en fait va être fort et plus les sujets climatiques vont devenir prépondérants sur l'ensemble des autres sujets. Ouais, ton point c'est de dire ça va dans le sens de l'histoire et qu'il y a la volonté politique qui de toute façon va dans ce sens-là. Ça augure quand même peut-être plus d'une vision long terme dans le sens où ça laisse quand même l'espace pour la volatilité à court terme et que, comme tu le dis, quand il y a des ajustements, ça va assez vite. Tu parlais du supply, Absolument, et ça je l'ai peut-être pas suffisamment souligné, mais c'est un marché volatile. C'est un marché dont la volatilité est similaire à celle d'une matière énergétique, le charbon, le gaz. Les mouvements sont rapides. Nous, on le voit plutôt comme une opportunité d'exposition à moyen long terme sur une stratégie d'achat-détention, de buy and hold, plutôt pour des investisseurs patients, mais c'est un marché volatile. Je voulais, là, on parlait on va dire du prix et de la possibilité justement de ce prix de subir les variations. Un des risques, on l'a dit, ça peut être effectivement que l'offre pour un moment ou un autre s'augmente. Il y a un autre risque que je voulais comprendre, c'est même par rapport à l'intégrité même de ce quota, de ce EUA. J'entendais qu'il y avait des mécanismes d'annulation de crédit également qui sont faits. Est-ce que si je possède moi un morceau de ce quota, et on verra comment juste après, est-ce que c'est possible qu'avec cette annulation de crédit, du coup, l'actif sur lequel je me porte, il soit lui, annulé également, quoi, et du coup ma créance annulée, quoi. Alors, non. La réponse simple, c'est non. Lorsqu'on parle d'annulation, on parle en fait d'une accélération de la réduction des budgets. Donc, c'est l'annulation de permis qui n'ont pas encore été émis sur le marché. C'est-à-dire, là, on est en 2024, donc en 2025, l'Union européenne prévoit d'émettre 100 permis sur le marché. Elle va en annuler 10, et donc l'offre réelle sera de 90. En revanche, les permis qui sont détenus dans les comptes, qui sont en circulation, ceux-là, ils peuvent pas être annulés. Ouais, d'accord. C'est un droit de polluer, entre guillemets, réel sur une activité. Celui-là, une fois qu'il est mis en circulation, et son intégrité n'est pas mise en cause. Non. Alors, je dirais simplement que c'est pas tout à fait un droit à polluer, c'est un droit de tirage sur un budget commun d'émission. Ce qui est un petit peu différent, même si pour être rapide, on peut dire que c'est un droit à polluer, parce que c'est quelque part, c'est une matière première. En fait, c'est un peu l'intersection entre une devise et une matière première, mais c'est une matière dont on a besoin d'acheter et qu'on a besoin de consommer en la restituant à l'Union européenne afin de faire tourner son activité. Mais ce n'est pas un droit à polluer dans le sens où il en existe une quantité finie. Donc, je ne peux pas simplement en acheter pour polluer. Oui, un droit. Après, tu peux dire que c'est un droit que la quantité de droit elle est limitée aussi, mais peut-être c'est un raccourci de dire que c'est polluer parce que c'est juste consommer finalement dans l'activité. C'est émettre du CO2. Je comprends bien. Il y a un acteur dont on n'a pas parlé, mais qui pourrait aussi impacter le prix et le marché. Et je sais pas dans quelle mesure il est important. C'est justement toute l'activité spéculation, les hedge funds notamment qui se portent dessus. C'est quoi? Ça représente combien du marché? Quand est-ce qu'ils interviennent et en quoi ça peut faire varier aussi à la hausse ou à la baisse
les prix des actifs que je détiens? La plupart du temps, les spéculateurs, donc les acteurs financiers qui agissent sur ce marché, agissent sur des contrats dérivés, c'est-à-dire souvent des contrats à terme, pas sur le spot. Maintenant, quel est le sens de la relation entre le marché à terme, donc le marché dérivé, et le marché comptant, le marché physique, le marché spot? Ça, c'est un grand débat dans à peu près tous les marchés de matières premières. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a évidemment des boucles un peu de rétroaction, mais en détenant des contrats à terme, a priori, j'ai un impact très très limité sur le prix du spot, du physique. En revanche, en détenant du physique, c'est-à-dire en détenant des permis, là, je vais créer une pression sur l'offre, étant donné que j'en ai capté une partie, et donc une pression à la hausse sur les prix. Il n'y a quasiment aucun acteur qui agit, acteur financier, spéculateur, qui agit sur le marché spot. Ils sont essentiellement sur une exposition simplement financière sur le marché à terme. Alors, quel est leur rôle? En fait, pourquoi est-ce que les acteurs financiers peuvent participer à ce marché? Tout simplement parce qu'au début, on avait interdit la participation des acteurs non industriels, mais ça posait plusieurs problèmes, notamment de liquidité sur le marché, de sophistication des contrats, c'est-à-dire que moi, industriel, je peux avoir envie ou besoin d'entrer dans un contrat à terme avec un spéculateur afin de garantir mon prix sans bloquer du cash. Par exemple, si je me dis on est le 23 avril, mon carnet de commande il est rempli, je sais à peu près quelle est la quantité d'émissions que je vais émettre pendant l'année, et du coup je sais quelle va être mon obligation de détention de permis à la fin de l'année et de restitution, mais j'ai pas forcément les acheter aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ils sont à 65, donc le prix me convient, mais sortir le cash ne me convient pas. J'ai envie d'attendre de terminer mon activité, terminer mon année, générer mon chiffre d'affaires et ensuite acheter mes permis. Et donc, il faut que quelqu'un me propose un contrat à terme. Ça, c'est une des raisons. Donc, la sophistication du marché, la liquidité aussi du marché, s'assurer qu'il y ait toujours un acheteur ou un vendeur en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et puis, soutenir les prix. Il faut que s'il y a par exemple un choc économique, qui s'applique de manière homogène sur l'ensemble des industries, tout le monde va être vendeur, c'est-à-dire toutes les industries vont être vendeurs. S'il n'y a personne qui est acheteur, le prix s'effondre. Et donc, pour toutes ces raisons, l'Union européenne a permis aux acteurs financiers de participer au marché, tout comme on le voit sur tous les marchés des matières premières. On a besoin de spéculateurs, on a besoin d'opérations de couverture, on a besoin d'opérations en arbitrage, sinon le marché ne fonctionne pas. Et donc aujourd'hui, on a en effet des acteurs financiers qui apportent la liquidité, qui apportent la sophistication, qui apportent le soutien au prix et qui finalement permettent d'atténuer la volatilité. Il y a eu des questions sur le rôle des spéculateurs dans l'appréciation des prix post-2018. Il y a eu une étude de l'ESMA sur le sujet. Et la conclusion a été que finalement, rien ne permettait d'indiquer que les spéculateurs avaient entraîné une hausse ou une baisse des prix. En fait, ils jouent leur rôle sur le marché. Les seuls acteurs qui ne participent pas au marché aujourd'hui sont les gens comme toi et moi, les investisseurs privés, les particuliers. Et ça, c'est un réel problème à mon sens, et c'est le problème qu'on cherche à résoudre avec Omayo. Et tu penses que le rôle des spéculateurs, du coup, vu par la Commission européenne, en fait, c'est de dire, ils ont ces établissements financiers la main libre pour pouvoir spéculer et créer de la liquidité de façon vertueuse, mais eux, t'es d'accord que leur objectif, c'est quand même de faire de l'argent, et c'est pas mal, hein, mais c'est juste que eux, ils ont un objectif qui est pour l'Union européenne aligné avec l'objectif de profondeur du marché, de sophistication et d'aide par rapport aux activités industrielles. C'est ça que tu dirais, c'est le fait qu'on pense que l'efficience des marchés va créer cet alignement entre les objectifs, ou est-ce qu'il y a quand même des contraintes réglementaires qui font qu'ils peuvent pas complètement trop perturber le marché?
Alors, pour l'instant, il ne le perturbe pas. Donc, à ma connaissance, il n'y en a pas. Il y a des discussions en cours sur, par exemple, les limites de position qui pourraient être mises en place, qui s'inspirent des autres marchés de matières premières. Mais pour l'instant, étant donné qu'il n'y a jamais eu de problème identifié, il n'y a pas de contraintes spécifiques sur les acteurs financiers. Cela étant dit, c'est un marché financier. Il y a la réglementation abus de marché qui s'applique. Il y a toute la réglementation sur l'ensemble des acteurs, pas que les spéculateurs, qui s'applique pour éviter des abus de marché, clairement illégaux. Après, il n'y a pas, à ma connaissance, de contraintes spécifiques sur une catégorie d'acteurs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est difficile de distinguer les intentions d'un acteur. Par exemple, Total, qui est assujetti au marché, va faire des opérations en couverture. C'est un opérateur dans le marché, mais rien ne l'empêche aussi d'avoir une opinion sur le prix et de souhaiter prendre des positions qui, elles, sont spéculatives. Comment est-ce qu'on contrôle ? C'est impossible. Donc, il y a un mélange des genres entre est-ce que je suis dans une opération d'arbitrage, de couverture, de spéculation ? Tu disais, le spéculateur, il souhaite faire de l'argent. C'est vrai, le spéculateur, son rôle, c'est de distribuer le risque et de prendre une partie de risque et d'être rémunéré pour ce risque. Parfois, il perd, parfois, il gagne, parce que son rôle, c'est de prendre le risque. Donc, heureusement qu'il est motivé par le fait de faire de l'argent, sinon il ne prendrait pas le risque. Et s'il ne prenait pas le risque, c'est-à-dire que c'est l'opérateur qui doit prendre le risque. Personne n'est là pour absorber son risque, et du coup, le marché n'est pas efficace. Bien sûr, non, j'entends bien. Non, mais ma question était plus aussi du point de vue, tu vois, de l'investisseur particulier, puisqu'on va en parler. Ça va être l'idée d'agir sur le marché et d'avoir en fait en actif un titre dont on a aucune possibilité de jouer sur cette valeur, et on est en face de groupes beaucoup plus solides financièrement, enfin pas forcément solides financièrement, mais qui peuvent faire bouger le marché, eux, alors que nous, on n'a aucune empreinte en tant que particulier. Et c'est de ce point de vue-là que je voulais voilà, comprendre le rôle de ces spéculateurs, mais qui, encore une fois, pas dans le mauvais sens du terme, mais plus qui créent la liquidité. Ouais. Ok. Et avant de revenir vraiment aux mécaniques de participation en tant que particulier là-dedans, est-ce que vous offrez avec Omayo de ce point de vue-là, quels sont du coup les grands facteurs qui pourraient faire varier le prix? On en a vu pas mal à l'avenir, donc il y a les volontés politiques, le fait que voilà la croissance peut amener aussi à du coup plus d'activité industrielle, donc on a l'effet ciseau entre offre et demande qui forcément offre en tout cas une pression acheteuse sur ce titre. Il y a d'autres facteurs dont j'entendais aussi parler, comme par exemple la capacité, les innovations technologiques liées au stockage d'énergie, ou même à la réduction, compensation. Qu'est-ce qu'il faut regarder aussi, si on regarde un peu plus loin là du coup sur les 5-10 prochaines années, les grands facteurs qui pourraient faire varier le prix à la hausse, à la baisse? En fait, sur des temps moyens longs, il y a deux grands facteurs. Il y a l'offre qui, elle, est déterminée par les institutions politiques. Donc, si on veut suivre un petit peu les perspectives à moyen ou long terme du prix, il faut suivre en fait les annonces politiques sur le marché. Mais a priori, elles sont fixées pour des périodes longues. Donc, ça bouge pas tous les 4 matins. Lorsqu'il y a une décision comme celle de REPowerEU, donc ce mécanisme qui vise à lever de l'argent pour financer la souveraineté énergétique, ça a mis 2 ans. C'est 2 ans de discussion, de tractation, de négociation. On ne se réveille pas un matin en découvrant quelque chose sur ce plan politique. Le second plan, mais qui lui aussi est assez lent, ça va être côté demande. Et là, en effet, ça va être des innovations technologiques ou des innovations dans les processus industriels qui déterminent le coût pour un industriel de décarboner son activité. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que il faut considérer le prix du carbone
comme le point d'arbitrage entre la décision d'acheter des permis en continuant à polluer ou la décision de décarboner son activité pour ne plus être soumis à ce coût. Et on ne va prendre cette seconde décision uniquement si nous avons des technologies ou des solutions à notre disposition dont le coût par tonne réduite ou évité est inférieur au coût du permis. Et ce coût, qu'on appelle le coût marginal de réduction du carbone, il dépend des industries et des géographies. C'est-à-dire que pour la production énergétique, le coût est relativement faible, entre 50 et 70 euros par tonne de CO2. Il devient plus intéressant, plus rentable de produire de l'électricité décarbonée, photovoltaïque, éolienne, hydroélectrique, que de produire une électricité carbonée, charbon et gaz. En revanche, pour un métallurgiste, il faudrait que le coût soit autour de 120-150 euros la tonne afin de l'inciter à décarboner son processus industriel et faire de l'acier vert, entre guillemets. Et pour un cimentier, c'est encore plus. C'est plutôt de l'ordre de 300 euros la tonne. Alors, si demain on arrive à faire du ciment vert à 50 euros la tonne, tout de suite, l'ensemble des cimentiers vont se dire pourquoi est-ce que j'achète des permis à 65 euros la tonne alors qu'avec cet investissement, je peux investir 50 euros par tonne réduite et ne plus jamais avoir à acheter des permis. Et donc, tout le jeu, quelque part, tout l'objectif, c'est de faire en sorte que le prix s'apprécie progressivement pour entraîner la décarbonation d'un secteur industriel. Si on regarde la production, les émissions liées à la production énergétique en Europe l'année dernière, elles ont diminué de 23%, je crois. Je sais pas si c'est 21 ou 23% en un an. Alors, 1/5 en un an, c'est gigantesque. Pourquoi ? Parce que on a eu des coûts de composants éoliens et photovoltaïques qui ont énormément diminué, notamment portés par la Chine, et un coût du carbone qui était durablement au-dessus de 50-60 euros, qui a entraîné des investissements dans des énergies décarbonées. Et donc, on peut dire quelque part que l'Europe a globalement très bien réussi la décarbonation de sa production électrique. Maintenant, qui est le prochain sur cette courbe du coût marginal de carbone ? C'est peut-être l'acier, la métallurgie. Et ensuite, ça sera le ciment, et ensuite le transport maritime, et ensuite peut-être l'aérien. Et dans ce chemin, quelque part, il y a le verre, le sucre, le papier, le carton, la pétrochimie, ainsi de suite. Et donc, il faut voir quelles sont les technologies, quels sont leurs coûts, quels sont leurs coûts marginaux pour pouvoir anticiper les ajustements de demande, parce qu'une fois que j'ai décarboné mon système industriel, j'ai plus besoin de permis, donc la demande va être réduite. Et donc, on a d'un côté l'offre qui diminue de manière linéaire, et de l'autre côté, théoriquement, la demande qui diminue, mais plutôt par seuil ou par escalier. Ça crée aussi une certaine volatilité. Mais globalement, le consensus, en tout cas d'analystes, et tu m'avais fourni des rapports en ce sens, à table plutôt sur, si encore une fois on regarde la vision un peu moyen-long terme, quand même une appréciation du prix, là il est à peu près à 70 euros, autour des 100, 150, 100 à 200 en tout cas dans les prochaines années, si on en croit ces analystes, quoi. En fait, c'est l'objectif politique. Si on regarde quel est l'objectif de décarbonation de l'Union européenne, les sources d'émissions industrielles et le coût marginal de réduction de ces industries, alors on sait que pour atteindre les objectifs de décarbonation, il faut que le prix soit autour de 150-200 euros en 2030, donc faire x2, x3 entre aujourd'hui et 2030, et 400-500 euros en 2050. Alors 2050, c'est dans longtemps. On a le temps d'avoir des innovations technologiques, des optimisations de coûts, des choses comme ça. Mais la trajectoire à moyen ou long terme, oui, elle est
plutôt vers une appréciation progressive du prix. Et évidemment, les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures, mais ce n'est pas absurde de penser que le prix puisse être de quelques centaines d'euros dans les années qui viennent. Il y a 10 ans, le prix était plutôt autour de 6-7 euros. Aujourd'hui, il est à 65-70. Donc ça fait x10 en 10 ans, à peu près 25-30% par an en moyenne. Je pense que ce genre de croissance est peut-être un peu excessif. C'est pas forcément ce qui va se répéter dans les années à venir, mais être sur une croissance entre 15 et 20% par an en moyenne sur la période, c'est très très loin d'être absurde. Là, on était donc sur les 10 dernières années, tu disais on était à 20% à peu près de rendement. 25 à 30, oui. Tu parles de rendement ou de croissance en fait de la valeur de l'actif qu'on détient tous les ans? Alors, de croissance de la valeur des actifs qu'on détient tous les ans. C'est énorme. Donc le rendement, il va, oui, c'est gigantesque. Le rendement, il va, donc ça c'est le sous-jacent quelque part. Le rendement, il va dépendre des frais éventuels, des décisions d'investissement que je vais prendre, ainsi de suite. Mais si j'avais été long pendant 10 ans sur cet actif, sans prendre en compte des frais éventuels en un produit, j'aurais fait, alors ça dépend, parce que comme c'est assez volatile, mais j'aurais fait autour de 30% par an. Ouais. Comment est-ce qu'on s'expose avec Omayo? Comment un particulier s'expose à ce type d'actifs? Alors, c'est tout ce qu'on a cherché à créer. En fait, c'est la réponse qu'on a cherché à apporter au marché, parce que lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il était impossible pour moi de m'exposer à cet actif. Et ce que je souhaitais faire, c'est m'exposer physiquement à l'actif. Pourquoi ? Parce que j'estime que c'est la seule manière d'avoir à la fois une exposition pure, parfaite, à l'appréciation financière, mais aussi d'avoir un impact réel sur les trajectoires, en détenant une partie de l'offre disponible, et donc en mettant une pression sur l'offre, donc sur le prix, et en ayant un effet un peu confiscatoire, en détenant, en fait, en confisquant une partie des permis du marché. Aujourd'hui, il y a des produits, des ETF par exemple, ou des ETN, des ETC, bref, des produits cotés qui sont adossés à des contrats à terme, donc à des futurs. Leur problème, il est donc qu'il n'y a pas de détention physique, donc pas d'impact environnemental, pas d'impact sur les trajectoires d'émissions, et que le marché est en contango, c'est-à-dire que les contrats à terme s'échangent avec une prime par rapport au contrat spot. Et plus le terme est lointain, plus la prime est élevée. C'est-à-dire si j'achète un contrat à décembre 2024, il va être un petit peu moins cher que celui à décembre 2025, qui va être moins cher que celui à décembre 2026. Mais les trois vont être plus chers que le spot. Donc j'ai ce frein à la performance qui vient du contango, et j'ai un autre frein qui est celui de l'obligation de rouler la maturité à chaque terme. Donc je trouvais que c'était un petit peu imparfait, et donc on a créé un produit financier qui est une obligation. Donc on émet des obligations qui sont adossées à des permis physiques que nous détenons dans le registre européen, dans un compte administré par la Caisse des dépôts. Ce qu'on permet très concrètement à des investisseurs, c'est de souscrire à ces obligations, et on utilise le montant de la souscription pour acheter sur le marché dont on a parlé, sur EEX, des permis carbone que nous détenons ensuite dans un compte à la Caisse des dépôts. Et lorsque nos souscripteurs souhaitent sortir, on va céder sur le marché, encore une fois, ces permis carbone et rétrocéder aux souscripteurs le montant de la vente. Donc il y a une exposition 1 pour 1 à la valeur du sous-jacent, plus une détention physique de ce sous-jacent. Alors quand je dis 1 pour 1, il y a des frais aussi, évidemment, mais sinon c'est 1 pour 1. En termes de garantie, c'est du coup type vraiment garantie première demande. On est les seuls, on va dire, créanciers sur cet actif. Oui, d'autant plus qu'on a
ce qu'on appelle un représentant de la masse des obligataires, une sorte d'agent de sûreté. Et les comptes, à la fois les comptes bancaires, mais aussi les comptes de dépôt dans lesquels sont logés les permis, sont nantis en sa faveur. C'est-à-dire que personne d'autre peut avoir accès à ces actifs. Personne d'autre que le souscripteur, évidemment. Et quand un détenteur veut sortir, du coup, dans n'importe quel délai, il le peut. Alors, ça dépend un petit peu des contrats, des montants. On a des périodes de détention minimales qui sont de l'ordre de quelques mois. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça dépend un petit peu de l'émission obligataire. L'idée, c'est de ne pas avoir des comportements court-termistes, notamment des comportements qui seraient liés à des effets d'aubaine sur des événements géopolitiques. C'est un peu à l'inverse de tout ce qu'on souhaite favoriser et provoquer. Mais au-delà de quelques mois, les souscripteurs peuvent demander donc l'amortissement anticipé, c'est-à-dire la cession en fait des actifs, et on leur rétrocède donc le produit de cette vente. Et ça, on peut le faire dans la journée. Parce que c'est vrai que comme on parlait de la volatilité tout à l'heure, c'est vrai que c'est complexe de pas offrir aux gens la liquidité de pouvoir sortir à n'importe quel moment, et d'un autre côté, c'est pas forcément les servir parce que il y a beaucoup d'émotions, d'émotifs, de peur aussi, et il peut y avoir un panic sell sur cet actif-là, alors qu'encore une fois, on comprend bien qu'on parle ici plutôt d'un horizon moyen long terme quand on achète ce genre d'actifs. Comment tu arrives à concilier, tu vois, l'intérêt pour des épargnants de ne pas pouvoir sortir et en même temps leur donner la liberté de pouvoir le faire si réellement ils le souhaitent? C'est une excellente question, et je pense qu'elle se pose sur plusieurs actifs, et c'est une question qui est un petit peu difficile dans le sens où d'un côté on laisse les investisseurs libres de leurs décisions d'investissement. Nous, on ne donne pas de conseils, on ne fait pas de gestion, on est une plateforme d'accès. Et en même temps, parfois, il faut... alors, c'est un peu paternaliste si je dis les protéger d'eux-mêmes, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a en effet des comportements de panic sell, il y a une forte volatilité. Je pense que la manière de le faire, c'est à travers l'éducation. On déploie énormément de temps, d'efforts dans l'explication du marché, dans la création de transparence, dans le fait de le rendre accessible, c'est-à-dire de le rendre intelligible, dans le fait d'avoir ces moments, comme on en a maintenant ensemble, pour expliquer. On parle avec tous nos investisseurs. On les rencontre tous. On est, je pense, extrêmement disponible en permanence. On a une équipe de recherche qui est dédiée, qui répond aux questions. Donc, on essaye d'apporter un maximum d'intelligibilité sur le marché. On publie très régulièrement auprès de nos clients des rapports de marché pour expliquer quelles sont les dynamiques politiques, énergétiques, industrielles, bref, sur tous les facteurs. Donc, je pense que notre rôle est d'éduquer, d'expliquer, d'être présent, mais certainement pas de se substituer à l'investisseur et de prendre des décisions à sa place. Et c'est pour ça que même si on ne peut pas offrir une liquidité instantanée, c'est-à-dire tu peux cliquer sur le bouton et bim, tu as vendu, on a une liquidité quotidienne, ce qui est, à mon sens, un très beau compromis. L'exécution d'ailleurs rapide et liquide, 5 jours, enfin 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comment tu arrives à l'opérer concrètement? Alors justement, on le fait pas. On exécute les ordres en fin de jour de bourse. Pour l'instant. Je pense que ce vers quoi on se dirige, c'est en effet une exécution quasi instantanée. Alors ça ne sera pas du 7 jours sur 7, 24 sur 24. En tout cas pas avant quelques années à mon avis. En revanche, idéalement d'ici quelques mois, on pourrait proposer de rentrer et de sortir quasiment instantanément. Alors quelques mois, ce sera peut-être 2025, hein. Mais pour l'instant, c'est pas tant la demande de nos clients.
Tu parlais des frais tout à l'heure, il y a des frais de gestion, des frais pris à la sortie aussi, comment ça fonctionne? Alors, on ne fait pas vraiment de gestion, donc il n'y a pas de frais de gestion. Il y a des frais d'entrée, il y a des frais de garde qui sont facturés un petit peu comme un ETF, donc qui sont prélevés en fait sur la valeur moyenne du portefeuille pendant l'année. Il n'y a pas d'autres frais, donc il n'y a pas de spread sur le cours de marché. Il n'y a pas de frais de sortie. Il n'y a pas d'autres frais de transaction quelconque. On essaye d'avoir... c'est un marché qui n'est pas si compliqué, mais qui est complexe. On essaye d'avoir une structure de frais extrêmement vanilla, si tu veux, et extrêmement lisible. Et quels sont les niveaux justement de frais d'entrée et de frais de garde que vous exercez? Alors, tout comme les périodes de détention minimales, ça va dépendre un petit peu de l'émission obligataire, du montant investi. Mais disons que ça oscille entre 1 et 2,5% pour les frais d'entrée et entre 1 et 1,5% pour les frais de garde. Et est-ce que donc les frais d'entrée, c'est qu'une seule fois à l'entrée, et puis les frais de garde, c'est Exactement. tous les ans? C'est tous les ans à terme échu sur la valeur moyenne du portefeuille pendant l'année, et on prend la moyenne des cours de clôture. Ça marche. Et si justement une personne rentre un peu dans l'achat-revente au milieu de l'année, ou des opérations comme ça, est-ce que il y a des frais d'entrée à chaque nouvelle transaction, ou? Bah oui, parce qu'en fait les frais d'entrée c'est un pourcentage du montant investi. Donc du coup ça revient un petit peu au même que je mette 10 000 une fois ou 1000 10 fois en termes de montant des frais, étant donné qu'il n'y a pas de part fixe. Et ensuite, sur les frais de garde, on va les facturer au prorata du temps de détention. Voilà. Ok, ben ouais, c'est intéressant. Il y a un ticket minimum là-dessus, ou vous proposez? Alors, je suis désolé, mais encore une fois, ça va dépendre des contrats. Mais aujourd'hui, on a des investisseurs qui ont des positions allant de 1000 à 100 000 euros à peu près. Donc, on essaye de le rendre le plus accessible possible. Je sais que 1000, ça reste pour beaucoup une certaine somme. Pour l'instant, on ne sait pas faire moins. Peut-être que dans quelques années, on pourra. Notre ticket moyen, il est plutôt de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros. Mais on est capable de répondre à un grand nombre d'investisseurs différents. Vous avez combien de clients aujourd'hui, et est-ce qu'il y a des solutions autres en Europe concurrentes sur lesquelles on peut aussi faire la même chose, ou? Alors, il y a, comme je disais, il y a des produits qui sont adossés à des contrats à terme. Je ne crois pas qu'il y en ait qui soient émis par des acteurs européens, mais peut-être que je me trompe. Je crois que la Société Générale a émis un produit. J'avais vu passer une brève, mais je l'ai jamais trouvé derrière. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr. Il y a un acteur anglais qui a un produit, mais plutôt à destination d'investisseurs institutionnels ou professionnels. Sinon, ce sont essentiellement des acteurs américains, je crois, qui sont donc adossés à des contrats à terme. Mais cette intersection, c'est-à-dire de proposer un produit adossé à des permis physiques à destination d'investisseurs privés individuels, à ma connaissance, on est les seuls à le faire. Et pour ta première question, que j'ai habilement esquivée, je vais pas te donner une réponse très très précise, mais on a une grosse centaine d'investisseurs à la fois en France et dans d'autres pays européens. C'est ça, parce que je voyais votre site était en anglais, etc. Donc vous cherchez vraiment, votre but c'est pas de trouver des clients en France, c'est vraiment de vous positionner comme acteur européen, quoi. J'ai l'impression. Oui, y compris en France. Donc, je pense que on est en France, une grande partie, mais pas toute, l'équipe est française. Et évidemment, on a envie d'avoir des clients français. Et on est assez content du fait qu'on ait beaucoup de clients qui sont en dehors de Paris, alors même que les bureaux sont à Paris, et que moi, c'est vrai que de par les dernières années que j'ai passées à Paris, j'ai un réseau de départ plutôt parisien.
Aujourd'hui, on arrive à avoir des clients un peu partout en France, mais de plus en plus, on arrive à avoir des clients en Allemagne, au Royaume-Uni, dans les pays scandinaves, en Espagne, au Portugal, je crois, qu'on commence à s'étendre en dehors de la France. C'est clairement l'objectif. Parce que j'imagine qu'il y a des pays qui ont plus de sensibilité à ça que des Français, que la France. Absolument. Je sais pas, j'imagine que l'Allemagne, par exemple, sont beaucoup plus, c'est des gens qui sont plus, on va dire, ouverts ou en tout cas connectés à ce genre d'idées que les Français, mais peut-être. Non, absolument pas. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a alors c'est des généralités ce que je vais faire, hein, donc, mais il y a une culture ou j'aime pas utiliser ce mot, mais une sophistication financière qui est un petit peu différente en fonction des pays, avec un attrait pour des classes d'actifs un petit peu différentes. En France, on a une très grosse culture, par exemple, des comptes d'épargne réglementés et de l'immobilier, un petit peu moins des produits même assez classiques entre guillemets comme les ETF. Alors ça commence à changer, surtout depuis le Covid, mais ça reste pour beaucoup un acronyme un petit peu obscur. Alors que dans d'autres pays, notamment en Angleterre, en Allemagne, c'est des choses beaucoup plus communes. Donc on va paraître un petit peu moins exotique. Et ensuite, au-delà de la culture financière, il y a une appétence pour l'investissement, j'aime pas ce mot non plus, mais l'investissement vert, en tout cas la recherche d'impact et de rendement qui est aussi plus forte dans certains pays. Ouais, on n'est pas les meilleurs élèves pour ces deux éléments-là, j'ai l'impression, nous, en France. Non, mais je pense que ça va changer. Je ne sais pas si on est les meilleurs élèves en France, mais en tout cas en Europe, on l'est clairement en ce qui concerne les marchés carbone. C'est drôle. Le marché carbone européen représente près de 90% du volume d'échange de l'ensemble des 40 marchés carbone à travers le monde. Donc c'est gigantesque, hein. Sachant que ça représente uniquement 15% de la quantité d'émissions couvertes par ces marchés. Donc là-dessus, on est vraiment très fort. Et c'est un marché qui est déjà gigantesque, c'est l'ordre du trilliard, de milliers de milliards, et pour autant qu'il n'en est à mon avis qu'à ses débuts. Je pense que les marchés carbone régulés, et je dis les au pluriel, hein, de l'ensemble des juridictions, vont constituer une des classes d'actifs dominantes des années à venir, des générations à venir, et que là, c'est encore le tout début, et donc une opportunité extrêmement intéressante de commencer à y participer et à s'y intéresser. Ok, yes, ouais, je suis d'accord, carrément. Super. Est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais pointer, indiquer aux gens qui veulent aller plus loin dans ce domaine-là? Et je sais qu'il y a pas mal de documentation, mais si tu pouvais nous guider vers les principales ressources qui toi t'intéressent, qui sont à surveiller pour comprendre un peu mieux ce marché. Alors nous, on publie très régulièrement. On a un blog qui commence à être assez fourni. On a une section académie qui reprend l'ensemble des bases et des choses un petit peu plus techniques. On a régulièrement, donc évidemment, une newsletter qui informe sur les actualités. On a tout un univers de contenu, mais je pense que ta question, c'est aussi au-delà de Omayo, qu'est-ce qui existe. Il y a la Banque mondiale qui, chaque année, publie un rapport sur les tendances des marchés carbone, qui est très intéressant. Il y a un rapport de l'ESMA qui date de 2022, je crois, sur le marché carbone européen, qui est une bible avec une certaine technicité, mais fascinante également. Il y a aussi un roman de science-fiction ou de climate fiction qui s'appelle Le Ministère du Futur, qui est très très bien, plus sur les plans, alors pas du tout techniques cette fois-ci, mais conceptuel et romancé, qui est une très belle introduction. En deux mots, l'idée c'est de dire que un des obstacles à la lutte contre le réchauffement climatique est que personne ne défend ceux qui vont le plus en souffrir, c'est-à-dire les générations à venir. Et donc, il faut créer un ministère qui
donne des droits aux générations futures et défend leurs intérêts. Et ce ministère s'appelle donc le ministère du futur. Et je ne veux pas spoiler, mais la tarification du carbone, donc la mise en place d'un marché du carbone, devient assez rapidement une des mesures principales promues par ce ministère. Donc c'est aussi une ressource un petit peu différente, mais assez belle. Et on sait maintenant d'où t'es venue l'idée de Mayo. Alors non, ça m'est pas venu de là, mais j'aurais bien aimé lire ce livre un peu plus tôt. Ouais, complètement. Non, mais c'est fascinant parce que c'est vraiment. On a parlé beaucoup là de marché carbone, mais il y a beaucoup de choses qui sont très communes au marché financier de manière générale et à la philosophie derrière en fait originelle de ce que c'est, à quoi ça sert un marché financier. Et donc je trouve ça aussi pour ça que je trouve vraiment intéressant la conversation qu'on vient d'avoir à ce sujet. Absolument, c'est ce que je te disais au tout début. Je pense que encore une fois, c'est un peu provocateur et un peu réducteur, mais le réchauffement climatique est peut-être considéré comme un problème économique et financier. Et il y a énormément de principes, de philosophies, de théories financières qui entrent en jeu sur les comportements, sur la théorie des jeux, sur l'externalité négative, sur plein de choses, sur le rôle des spéculateurs, on en a parlé, sur les mécanismes de découverte des prix, sur les structures des contrats à terme. C'est extrêmement riche, extrêmement profond. On pourrait y en parler des heures, voire des jours. Je suis toujours ravi d'en parler d'ailleurs. Si parmi tes auditeurs, il y a des personnes qui souhaitent en parler un peu plus longuement, ce serait toujours avec plaisir. Mais non, merci pour la conversation. C'est en effet un sujet extrêmement riche, extrêmement vaste et toujours fascinant. Le meilleur point de contact pour rentrer en contact avec toi, c'est sur le site, sur LinkedIn, sur... Alors, ils sont tous bons. Sur le site, il y a via Intercom, sur LinkedIn. Sinon, valentin@omaio.com. Okay. Tous les moyens sont bons. Je réponds assez vite normalement. Super. Merci beaucoup Valentin pour cette discussion. Merci Paco. À très vite, bon courage. Merci, à très vite. À plus. Ciao, ciao.